En arrivant devant ses volets, que Valentin avait fermés, il s'arrêta, déboutonna son pardessus pour prendre son trousseau de clés dans la poche de son pantalon. Il avait toujours eu les mêmes gestes quand il rentrait chez lui le soir. Quelqu'un s'était arrêté au coin de la rue du Minage. C'était Cachoudas, qui attendait que la porte du chapelier se refermât pour rentrer chez lui à son tour. Monsieur l'abbé leva les yeux et aperçut la femme du tailleur, dans l'atelier du premier étage. Un peu inquiète, elle venait jeter un coup d'œil par la fenêtre. Il tourna la clé dans la serrure, pénétra dans l'obscurité chaude, referma la porte avant de tourner le commutateur électrique et mit la barre. Puis il resta debout, le visage collé à une fente du volet. Le petit tailleur, gardant toujours prudemment le milieu de la rue, arrivait enfin à hauteur de sa maison. Il marchait drôlement, comme par secousse. Pour la première fois, monsieur l'abbé remarqua qu'il jetait un peu la jambe de côté. Cachoudas aussi regarda en l'air. Mais sa femme venait de rentrer dans la cuisine. Il s'engouffra dans sa boutique, dont il fut forcé de ressortir pour mettre les volets, car il n'avait pas de commis pour le faire à sa place. Tous ses mouvements étaient nerveux, saccadés. Il avait dû crier, tourner vers l'escalier, le même escalier en colimaçon que dans la chapellerie. « C'est moi !» Il se dépêchait, fermait la porte au verrou. La lumière du rez-de-chaussée s'éteignait, et un peu plus tard apparaissait dans l'atelier où le premier soin du petit tailleur était de venir regarder par la fenêtre. Monsieur l'abbé se retira de son poste d'observation, remit dans le tiroir-caisse le reste de l'argent qu'il y avait pris avant de partir, s'avança vers l'arrière-boutique et tripota un moment un objet qu'il avait tiré de sa poche et qui ressemblait à un jouet fabriqué par quelques gamins des rues. 2 bouts de bois reliés par une sorte de ficelle. Il avait toujours son pardessus mouillé sur le dos, et, quand il se penchait, des gouttes d'eau tombaient de son chapeau. Il ne le retira qu'une fois au pied de l'escalier, où il y avait un porte-manteau, et il voyait une ligne de lumière sous la porte de la cuisine. La table était mise, avec un seul couvert, une nappe blanche, une bouteille de vin rebouchée à l'aide d'un bouton en argent. « Bonsoir, Louise. Madame n'a pas appelé ? » ?»« Non, monsieur. » La bonne observait ses pieds, tandis qu'il s'asseyait devant le poêle, revenait avec des pantoufles à la main et s'agenouillait par terre. Il ne le lui avait jamais demandé. Elle avait dû être dressée, à la ferme, à retirer les chaussures des hommes, son père et ses frères, quand ils revenaient des champs. Il faisait aussi chaud que dans le magasin, et l'air avait la même immobilité pesante qui sertissait les objets, leur donnait un aspect figé, éternel. Derrière la fenêtre qui prenait jour sur la cour, on entendait toujours la pluie, et ici, c'était une horloge ancienne, dans sa caisse de noyer, qui balançait un disque de cuivre, plus lentement, eût-on juré, que partout ailleurs. L'heure n'était pas la même que dans la chapellerie, ni qu'à la montre de monsieur l'abbé, ni qu'au réveil matin du premier étage. « Il n'est venu personne ? » ?»« Non, monsieur. » Elle lui passait aux pieds ses pantoufles, en fin chevreau verni. La pièce était plutôt une salle à manger qu'une cuisine, car le fourneau et l'évier étaient à côté, dans un réduit étroit. La table était ronde, les sièges garnis de cuir clouté. Il y avait beaucoup de cuivre, et, sur un dressoir rustique, de vieilles faïences achetées à la salle des ventes. « Je monte voir si madame n'a besoin de rien. Je peux servir la soupe ?» Il disparut dans l'escalier en colimaçon, et elle entendit la porte qui s'ouvrait, au premier. Des pas, un murmure,
le bruit des roulettes du fauteuil qu'on poussait, comme chaque soir, à travers la pièce. Quand il redescendit, il prononça en se mettant à table: « Elle n'a pas très faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger ?» Il avait posé son livre devant lui, sorti ses lunettes d'écaille de leur étui. Le poêle lui chauffait le dos. Il mangeait avec lenteur. Louise le servait et, entre les plats, attendait, immobile dans son réduit, le regard vague. Elle n'avait pas 20 ans. Elle était plutôt grosse, très bête, avec des yeux proéminents sans expression. Le cagibi qui servait de cuisine n'était pas assez large pour qu'on y mît une table. Parfois, elle y mangeait debout. D'autres fois, elle attendait que le chapelier eût fini et quittait la pièce pour venir s'asseoir à sa place. Il ne l'aimait pas. Il avait fait une mauvaise affaire en l'engageant, mais il serait bien temps d'y penser plus tard. À 8h moins le quart, il s'essuya la bouche, glissa sa serviette roulée dans l'anneau d'argent, reboucha sa bouteille dont il n'avait bu qu'un verre et se leva en soupirant. « C'est prêt, » dit-elle. Alors, il prit le plateau où un autre dîner était servi et s'engagea une fois de plus dans l'escalier. Combien de fois par jour le montait-il, cet escalier? Le difficile, c'était, en tenant le plateau d'une main sans rien renverser, de prendre la clé dans sa poche et de la tourner dans la serrure, car cette porte était toujours fermée à clé, même quand il était dans la maison. Il tournait le commutateur électrique et Cachoudas, d'en face, voyait le store s'éclairer. Il posait le plateau, toujours à la même place, et refermait la porte derrière lui. Tout cela était très compliqué. Cela avait mis du temps à s'organiser. Les allées et venues du chapelier se faisaient dans un ordre précis, qui avait une énorme importance. D'abord, il fallait parler. Il ne se donnait pas toujours la peine d'articuler des mots, car, d'en bas, cela n'arrivait de toute façon que comme un murmure confus. Aujourd'hui, par exemple, il répétait avec une certaine satisfaction: « Tu aurais tort, Cachoudas. » Il n'y avait rien de particulièrement bon à manger ce soir-là, mais il choisit néanmoins le morceau le plus tendre de la côtelette de veau. Il y avait des jours où il mangeait entièrement le second dîner. Il alla jusqu'à la fenêtre. Il avait le temps. Il écarta un peu le store et découvrit le petit tailleur qui, son repas déjà fini, reprenait place sur sa table, tandis que les gamines jouaient par terre dans la pièce, et que, sans doute, l'aîné faisait la vaisselle avec sa mère. Il prononçait à voix haute, en revenant vers le plateau: « Tu as bien mangé ? Parfait. » Et il allait vider les assiettes, sauf l'os de la côtelette, dans le cabinet, dont il évitait de tirer la chasse d'eau. Il le faisait, au début, mais c'était une erreur. Il y avait comme ça des tas d'erreurs et d'imprudences qu'il avait corrigées petit à petit. Il redescendait avec les assiettes vides, et Louise, la bonne, achevait de dîner à sa place. Pour s'éviter de la vaisselle, elle mangeait dans l'assiette de son patron et buvait dans son verre. Elle lisait en mangeant, elle aussi, des petites livraisons populaires. « Vous ne sortez pas, Louise ? » ?»« Je n'ai pas envie de me faire étrangler. »« Bonne nuit. »« Bonsoir, monsieur. » C'était presque fini. Encore quelques rites à accomplir, aller s'assurer que la porte du magasin était bien fermée, éteindre la lumière, gravir l'escalier une fois de plus, prendre sa clé dans sa poche, ouvrir, refermer. Tout à l'heure, Louise montrait se coucher dans la chambre du fond, et il entendrait son pas lourd pendant un bon quart d'heure avant que le sommier grinçât sous son poids. C'est un veau. Il avait le droit de parler à haute voix. C'était presque une nécessité, de temps en temps. À présent,
il pouvait tirer la chasse d'eau dans le cabinet de toilette, enlever son col, sa cravate, son veston, passer sa robe de chambre brune. Il n'avait cependant pas tout à fait fini, car il lui restait à mettre 3 ou 4 bûches dans la cheminée. C'était Louise qui les montait, le matin, et qui les entassait sur le palier du premier étage. Toutes les maisons de la rue avaient le même âge, dataient de Louis XIII. De l'extérieur, elles étaient restées les mêmes, avec leurs arcades et leurs toits en pente raide. Mais chacune, au cours des siècles, avait subi intérieurement des transformations diverses. Par exemple, au-dessus de la tête de M. l'abbé, il existait un second étage, mais il ne pouvait pas y accéder sans passer par la rue. À côté du magasin, une porte donnait sur une allée étroite conduisant à la cour. Et là, s'amorçait l'escalier qui desservait le second étage, sans toutefois communiquer avec le premier. C'était pratique, jadis, quand il y avait là-haut des locataires. Depuis longtemps, les pièces étaient vides, exactement depuis la première année de la maladie de Mathilde, qui ne supportait pas d'entendre toute la journée des pas au-dessus de sa tête. Il avait fallu un procès pour se débarrasser des gens du second. Il y avait eu tant de choses plus compliquées que celle-là. N'oubliait-il rien? Les bûches flambaient. Les stores étaient bien clos. Il pouvait éteindre la lumière du plafond, trop crue à son gré. Ne garder que la lampe posée sur le secrétaire, car il y avait eu, de tout temps, un petit secrétaire dans un coin, avec plein de tiroirs minuscules, et maintenant c'était bien pratique. Il prit le tas de journaux, les ciseaux, bourra sa vieille pipe en écume. 2 ou 3 fois, il se tourna vers la fenêtre en pensant à Cachoudas. Pauvre type! Au début, la confection des lettres avait été un travail de patience, car il découpait chaque caractère séparément. Maintenant, il connaissait si bien le journal qu'il savait à quelle rubrique trouver à coup presque sûr les mots dont il avait besoin. Il avait aussi déniché dans le panier à ouvrage de Mathilde des ciseaux à broder, qui ne laissaient pas de bavure. La 6e est morte, jeune homme, et toute la ville va encore se lamenter sur son sort. C'était une habitude qu'il avait prise de s'adresser directement à Jeantet. Remarquez que mademoiselle Mollard souffre d'une maladie de cœur depuis plusieurs années, qu'elle est pauvre, qu'elle vit seule, qu'elle n'a personne pour la soigner, et qu'elle est obligée de donner des leçons de piano aux enfants de ses amis. Quant à son beau-frère, l'architecte, qui gagne fort bien sa vie, il s'est toujours refusé à l'aider. Ce n'est pas pour cela que je l'ai tué, évidemment. Je l'ai tué, comme les autres, parce qu'il fallait. Et cela, nul ne veut le comprendre. On dira et écrira encore que je suis un fou, un maniaque, un sadique, un obsédé, et ce n'est pas vrai. Je fais ce que j'ai à faire, un point c'est tout. Si on s'en persuadait, on éviterait cette panique stupide qui empêche les gens de sortir de chez eux et qui affecte tant le commerce. À moins qu'on fasse des bêtises, il n'y en a plus qu'une sur la liste. Cela en fera 7, exactement, et toutes les enquêtes du monde n'y changeront rien. La preuve, jeune homme, c'est que je vous annonce dès maintenant que ce sera pour lundi. L'adresse était facile à composer, puisqu'il suffisait de découper la signature de Jeantet en bas d'un article. L'adresse du journal imprimée en tête des petites annonces. Louise venait d'entrer dans sa chambre et s'ébrouait comme à l'ordinaire. Monsieur l'abbé cacheta la lettre, colla un timbre et glissa l'enveloppe dans la poche de son veston, qui pendait à un cintre. Demain matin, après avoir retiré les panneaux de la devanture, il attendrait l'arrivée de Valentin, puis il irait faire son habituel tour de ville, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Ce qu'il y avait d'étonnant, c'est qu'il n'avait rien eu à changer de ses habitudes. De tout temps, le matin, il s'était promené dans le quartier,
autour d'un ou deux pâtés de maison. Comme, le soir, il s'était toujours rendu au café des Colonnes. Il était 9h30. Il lui restait 1 heure de bon, et il alla s'asseoir en face du feu, les jambes étendues, un gros livre aux pages jaunies sur les genoux. C'était un des tomes des causes célèbres du XIXe siècle. 5 mois plus tôt, il en avait acheté 20 volumes dépareillés à la salle des ventes. Il lui en restait 7 à lire. Il fumait à courtes bouffées espacées. Il faisait chaud. Louise, enfin, avait dû s'endormir. Il n'entendait plus que le bruit monotone de la pluie, parfois un crépitement des bûches, et il n'y avait personne pour le déranger dans sa lecture. Monsieur l'abbé était calme, serein. De temps en temps, il jetait un coup d'œil au réveil. Encore 20 minutes. Encore 10. Encore 5. À 10h30, il referma son livre en soupirant, se leva et passa dans la salle de bain. À 11h moins le quart, il se coucha dans le lit de droite. Autrefois, il n'y avait qu'un seul lit dans la chambre, un très beau lit qui s'harmonisait avec les autres meubles de la pièce. Depuis la maladie de Mathilde, on l'avait transporté, par la rue, puisqu'il n'existait pas d'escalier entre les 2 étages, dans l'appartement vide du haut, et on l'avait remplacé par des lits jumeaux qu'une table de nuit séparait. Il se retourna pour s'assurer que les braises encore rouges, dans le foyer, ne risquaient pas de rouler sur le tapis et de mettre le feu. Cachoudas, en face, travaillait toujours. C'était un pauvre bougre. Il faisait tout lui-même, y compris les culottes et les gilets, que les tailleurs plus importants confient à des ouvrières en chambre. Maintenant que la pièce était dans l'obscurité, monsieur l'abbé pouvait voir, à travers le store, le rectangle lumineux de l'autre côté de la rue. Avant de s'endormir, il dit à mi-voix, car c'était toujours bon de parler, « Bonsoir, Cachoudas. » Il ne faisait pas sonner le réveil. Il s'éveillait de lui-même à 5h30 du matin. La grosse Louise dormait encore, enfouie dans son lit moite. Elle devait l'entendre se lever, aller chercher des bûches sur le palier, refermer la porte, allumer son feu. Après un moment, ce matin-là, il remarqua que quelque chose manquait, et c'était le crépitement de la pluie, le bruit de l'eau dans la gouttière. Il faisait encore trop noir pour voir le ciel, mais on devinait le vent du large qui chassait les nuages vers l'intérieur des terres. Il lui fallait faire son lit, mettre de l'ordre dans la chambre, poser dehors le seau avec les cendres du foyer. Pour tout cela, il avait des mouvements précis, qu'il effectuait dans un ordre minutieusement étudié. Il parlait un peu, disait n'importe quoi, ne tardait pas à voir s'éclairer la fenêtre d'en face. Ce n'était pas Cachoudas, encore couché, mais sa femme, qui allumait les feux dans la maison, balayait l'atelier, prenait les poussières. Il entendit passer des carrioles qui se dirigeaient vers le marché, puis il y en eut d'autres qui s'arrêtaient dans la rue même. Des voix de paysannes, des heurts de paniers et des sacs qu'on laissait tomber sur le sol. On était samedi. Il prit son bain, s'habilla, pendant que Louise se lavait juste derrière la cloison du cabinet de toilette. Elle descendit la première pour faire le café, et, quand il descendit à son tour, le feu était allumé. « Bonjour, Louise. »« Bonjour, monsieur. » Dans la chapellerie, il introduisit une allumette par le petit trou du poêle à gaz. Les bruits de la rue s'intensifiaient, mais ce n'était pas encore le moment de retirer les volets. Il avait d'abord à prendre son petit déjeuner, puis à monter celui de Mathilde. Le ciel commençait à pâlir. Monsieur l'abbé roulait jusqu'à la fenêtre le fauteuil qu'il mettait toujours à la même place, dans le même angle,
s'assurait que la tête de bois qui provenait de son arrière-boutique ne risquait pas de dégringoler. Éteindre la lumière. Lever le store. Tout était gris, presque blanc. La pluie s'était transformée en brouillard et on ne voyait la lampe de Cachoudas qu'à travers un voile. Les vitres étaient glacées. Peut-être allait-il enfin geler. Les femmes de la campagne, dans la rue, emmitouflées dans les châles, s'arrêtaient parfois d'arranger leurs paniers pour se battre les flancs de leurs mains bleuies. Il y en avait une petite vieille, qui s'installait au même endroit depuis 40 ans, et qui avait allumé un brasero. À cette saison de l'année, elle vendait des châtaignes et des noix. Cachoudas n'avait pas pris place sur sa table. La porte de la cuisine était ouverte, et toute la famille était en train de déjeuner. Madame Cachoudas n'était ni lavée, ni peignée. Le plus petit des gosses, le seul garçon, qui avait de grands yeux noirs en amande, portait encore sa chemise de nuit. C'étaient de drôles de gens. Ils mangeaient de la charcuterie dès le matin. Cachoudas tournait le dos, une épaule plus haute que l'autre. Monsieur l'abbé l'attendrait. Il avait toujours de petites choses à faire. Les journaux dans lesquels il avait découpé les mots et les lettres étaient déjà brûlés. Il porta à Louise son complet de la veille pour qu'elle le repassât, car il était très soigneux. Ses vêtements étaient toujours en drap fin, ses souliers faits sur mesure. Cela avait commencé par quelques roulements de carriole et par quelques voix éparses, et maintenant c'était devenu, d'un bout de la rue à l'autre, le vacarme assourdissant de tous les samedis. Il savait d'avance quelle odeur de légumes frais, de choux mouillés, de poules et de lapins le prendrait aux narines dès qu'il ouvrirait la porte du magasin. Il dut attendre un bon moment encore, l'œil à la fente, que Cachoudas sortit enfin de chez lui. Alors il l'imita, lança par-dessus les bonnes femmes « Bonjour, Cachoudas !» Les épaules maigres tressaillirent, l'homme se retourna, ouvrit la bouche, fut quelques secondes avant d'articuler « Bonjour, monsieur l'abbé !» Pour lui, cela devait être incroyable, un peu hallucinant. Peut-être davantage à cause du brouillard. Les choses se passaient comme tous les matins, en tout cas comme tous les autres samedis. Le chapelier était rasé de frais, habillé avec soin. Il retirait dignement les panneaux de sa devanture, qu'il rentrait un à un, et qu'il posait dans le recoin aménagé derrière la porte. Les pavés étaient encore mouillés, avec des flaques d'eau le long des trottoirs. La charcuterie, à côté de Cachoudas, restait éclairée. Valentin arriva à 8h30, le nez rouge, et il était à peine dans le magasin qu'il dut se moucher. « J'ai attrapé un rhume, » dit-il. Il allait pouvoir le cuire dans l'air déjà surchauffé de la chapellerie. Monsieur l'abbé endossa son pardessus, prit son chapeau. « Je reviens dans un quart d'heure. » Il se dirigea vers le marché couvert, et beaucoup de gens le saluaient, car il était né à La Rochelle, où il avait toujours vécu. Il choisit la boîte aux lettres de la rue des Merciers. Ce matin, il ne risquait pas d'être remarqué dans le va-et-vient de la foule. Puis, comme il aimait le faire le samedi, il pénétra dans le marché couvert, flâna devant les étals de poissons et de crustacés. Ce n'est qu'au moment de rentrer chez lui qu'il acheta le journal, au coin de sa propre rue, et il le fourra dans sa poche sans avoir la curiosité d'y jeter un coup d'œil. Une fermière avait amené son fils, à qui Valentin, le mouchoir à la main, essayait des casquettes. C'était le jour. Monsieur l'abbé alla retirer son pardessus et son chapeau, dit à Louise, par l'entrebâillement de la porte, « Vous achèterez des langoustines. La petite vieille de Charon en a de belles. Madame n'a pas appelé? » « Non, monsieur. » Il mangerait d'abord sa part de langoustine en bas, puis celle de Mathilde
dans la chambre. C'était une chance que l'ancienne femme de ménage, Delphine, fût allée vivre avec sa fille dans l'île d'Oléron. Car Delphine, qui avait travaillé chez eux pendant 20 ans, n'ignorait pas que Mathilde n'aimait rien de ce qui sortait de la mer. Il aurait pu mieux tomber que sur Louise. Des tas de choses auraient pu s'arranger plus agréablement. Il commençait même à détester la grosse fille. Elle ne posait jamais de questions. On ne pouvait pas deviner ce qu'elle pensait. Peut-être qu'elle ne pensait pas. Il n'aimait pas qu'elle dorme dans la maison. Delphine, qui avait des enfants, rentrait chez elle, de l'autre côté de la gare, aussitôt après le dîner. Louise aussi, au début, avait couché en ville. Puis, à cause des assassinats de vieilles femmes, elle avait déclaré qu'elle ne voulait plus sortir une fois la nuit tombée. Pourquoi avait-il accepté de lui aménager une chambre au premier? Peut-être, à ce moment-là, avait-il encore une vague idée derrière la tête. Quand on ne la regardait pas de trop près, elle était assez appétissante. Mais, maintenant qu'il l'entendait à travers la cloison procéder à sa toilette, il ne pouvait pas ignorer qu'elle n'était pas soignée. L'odeur de sa chambre, où il lui était arrivé d'entrer, l'avait écœuré, tout comme le linge qui traînait sur une chaise. Probablement n'était-elle pas dangereuse, mais ce n'en était pas moins une complication, et il avait assez fait pour échapper aux complications. On verrait plus tard. Il changea de veston. Il endossait toujours un vieux veston pour travailler, entra dans son arrière-boutique et alluma le réchaud dont il usait pour passer les chapeaux à la vapeur. Il ouvrit un placard avec la plus petite clé de son trousseau. Ces clés, qui avaient une importance capitale, étaient polies, luisantes comme des outils, et il les gardait toujours dans la même poche, n'oubliant jamais de les poser sur la table de nuit avant de se mettre au lit. Au fond du placard, une ficelle pendait du plafond, et il la tira à 2 ou 3 reprises. Valentin, toujours occupé avec la cliente au petit garçon, fit quelques pas pour lui annoncer « Madame vous appelle, monsieur l'abbé ». Car, en tirant la ficelle, il actionnait un mécanisme qui frappait des coups sur le plancher du premier, exactement comme avant, quand, pour l'appeler, Mathilde frappait ce même plancher avec une canne. « J'y vais », annonça-t-il en soupirant. Refermer le placard, remettre les clés dans sa poche. Chose curieuse, dans la boutique de Cachoudas, le petit tailleur était occupé à prendre les mesures d'un petit garçon que sa mère avait amené. Un petit garçon et une mère de chaque côté de la rue et, chose plus curieuse encore, du même village. Il disparut dans l'escalier en colimaçon et Valentin put entendre ses pas. La porte était refermée. Les rideaux empêchaient de voir du dehors. Dans sa cuisine, Madame Cachoudas, qui ne pensait jamais aux voisins d'en face, était en train, les bras en l'air, de passer une robe par-dessus sa combinaison. Car ces gens-là, pour avoir plus chaud, s'habillaient, et même se lavaient dans la cuisine. Pour les petites et le gamin, on mettait une cuvette en émail sur une chaise. Il ajouta une bûche à celle du foyer, s'assit, alluma sa pipe, et alors seulement ouvrit le journal. L'étrangleur a fait une nouvelle victime. N'est-il pas curieux de constater comme les mots peuvent déformer la réalité? L'étrangleur, avec une majuscule par-dessus le marché. Comme si, par exemple, on était étrangleur né. Comme si c'était une vocation, en somme. Alors que la vérité était si différente. Cela l'irritait toujours un peu. C'était même cette irritation qui l'avait poussé à adresser sa première lettre au journal. Cette fois-là, on avait imprimé « Un fou dangereux erre dans la ville ». Il avait répliqué « Non, monsieur, il n'y a pas de fou. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. » Le petit Jeantais, pourtant,
n'était pas bête. Pendant que la police ramassait les rôdeurs et les marins embordés, interpellait les passants dans les rues au petit bonheur et leur réclamait leurs papiers, le reporter échafaudait peu à peu un raisonnement qui se tenait. Après la troisième victime, mademoiselle Lange, la mercière de la rue Saint-Yon, et alors que déjà la surveillance était organisée dès la tombée de la nuit, il affirmait: on a tort de s'occuper des vagabonds, et, d'une façon générale, de tous ceux qui attirent l'attention par leur tenue ou par leur comportement. L'assassin est nécessairement un homme qui passe inaperçu. Ce n'est donc pas un étranger, comme certains l'ont supposé. Étant donné les allées et venues nécessitées par ces 3 crimes, il est plus que probable qu'il lui est arrivé, une fois au moins, de rencontrer une des patrouilles bénévoles qui sillonnent la ville chaque soir. C'était exact. Le chapelier avait croisé une patrouille et continué tranquillement sa route. On avait braqué sur lui le faisceau d'une lampe de poche, tandis qu'une voix prononçait: « Bonsoir, monsieur l'abbé. »« Bonsoir, messieurs. » Seul un citoyen connu et estimé a pu... Il allait beaucoup plus loin dans ses déductions. Le gamin qu'on voyait écrire chaque soir à la première table du café des Colonnes. Les heures des attentats indiquent que c'est un homme marié, aux habitudes régulières. Il basait cette affirmation sur le fait qu'aucun des crimes n'avait été commis après le moment du dîner. Donc, un homme qui ne sort pas seul le soir. Ensuite, il détaillait. Après le 5e meurtre, l'avant-dernier, celui de Léonide Proulx, la sage-femme de Fétilly, il avait écrit: « Il est vraisemblable que l'accoucheuse a été attirée hors de chez elle par un coup de téléphone, ce qui semble confirmé par la trousse qu'elle portait lorsqu'elle a été attaquée. » C'était faux. C'était la seule, précisément, que monsieur l'abbé eût rencontrée presque par hasard. Elle était sur la liste, certes. Peut-être, en effet, s'il ne l'avait pas rencontrée, lui aurait-il téléphoné. Comme il serait dangereux de donner un coup de téléphone aussi compromettant d'une cabine publique ou d'un café, il voulait être trop intelligent, plus intelligent que l'assassin. Il en venait à affirmer que celui-ci avait le téléphone à son domicile. Ne pensait-il donc pas qu'en ce cas, sa femme, ou la bonne, aurait pu surprendre la communication? Justement, monsieur l'abbé n'avait pas le téléphone. S'était toujours refusé à le laisser installer chez lui. Le petit Jeantet continuait à patauger. Il s'agit vraisemblablement d'un homme travaillant dans un bureau, qu'il quitte entre 5 et 6 heures, et qui commet ses crimes avant de rentrer chez lui. C'était assez déroutant qu'il écrivît ça au café, où il voyait chaque jour des commerçants, des gens de profession libérale, passer 1 heure ou 2 à jouer aux cartes avant leur dîner. Aujourd'hui, il y avait mieux. Le journal imprimait en sous-titre « Tient-on le signalement de l'assassin ?» On avait découvert le corps de mademoiselle Irène Mollard un peu après 8 heures du soir. C'était un agent de police qui s'était littéralement cogné dedans. Toute la rue avait été alertée. La mère de la petite fille, à qui la vieille demoiselle avait donné sa dernière leçon, s'était écriée: « Je répugnais à la laisser partir seule. Je l'ai suppliée d'attendre le retour de mon mari, qui l'aurait accompagnée jusqu'à sa porte. Elle n'a rien voulu entendre. Elle se moquait de mes craintes. Elle affirmait qu'elle n'avait pas peur. Pendant qu'elle s'éloignait, j'ai gardé un instant la porte entr'ouverte pour écouter le bruit de ses pas. Je me souviens maintenant d'avoir aperçu un homme au milieu de la rue. J'ai failli appeler au secours. Puis j'ai pensé que j'étais ridicule, qu'un assassin ne se serait pas tenu au beau milieu de la chaussée. J'ai quand même refermé la porte très vite. Je ne l'ai pas bien vu, mais je suis à peu près sûr que c'était un petit maigre, avec un imperméable trop long. L'imperméable de Cachoudas, ou plutôt l'imperméable qui n'appartenait pas à Cachoudas, qu'un voyageur de commerce, qui n'était pas de la ville, avait laissé chez lui,
parce qu'il était usé et sale, en lui achetant un pardessus, et que le petit tailleur portait par économie quand il pleuvait. Monsieur l'abbé se tourna vers la fenêtre. Cachoutasse était remonté sur sa table. Il parlait à sa femme qui était prête à sortir, un sac à provisions à la main. Sans doute lui demandait-elle ce qu'il avait envie de manger. Le tailleur n'avait pas encore lu le journal. Il ne sortait de la maison, le matin, que pour en retirer les volets. Tout à l'heure, en rentrant du marché, sa femme lui apporterait l'Écho des Charentes. Louise, elle aussi, sortait pour aller aux provisions. La sonnerie de la porte d'entrée venait de résonner plusieurs fois. Il y avait des clients dans le magasin. Avant de quitter la chambre, monsieur l'abbé n'oublia pas de murmurer quelques mots et il changea légèrement le fauteuil de place. Valentin vit apparaître les jambes, le torse, enfin la tête calme et reposée. Comme il paraissait embarrassé, le chapelier lui demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Et le jeune homme enrhumé de désigner un paysan énorme qui se balançait d'une jambe sur l'autre. « Il faudrait du 58, et nous n'avons que du 56. »« Laissez voir. » Il arrangea le chapeau à la vapeur, et le client s'en alla en s'examinant dans les glaces avec une pointe d'inquiétude.